vigilante law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Bonjour, épisode 22 de Spéculation by SoFilm. Et pour cet épisode, il y a une inversion du rapport de force, puisque nous donnons enfin la suite, annoncée il y a bien 2 mois maintenant, la suite à notre premier épisode autour de l'arrêt-essai, épisode au cours duquel on s'était appuyé, peut-être vous vous en souvenez, en particulier sur une émission de 1987, un microfilm de Serge Danet, au cours duquel il discutait avec Dominique Paigny et Roger Diamantis de l'histoire alors déjà assez longue de l'arrêt-essai. Et donc, on a mis un peu de temps, en effet, à venir à ce deuxième épisode, parce que c'est pas simple, et parce que on avait à cœur, surtout Mathias Schucker, directeur de l'Eldorado, avait à cœur, enfin je dis lui parce que c'est quand même lui qui dirige une salle, c'est pas mon cas, davantage que dans le premier épisode, de parler de la situation actuelle, de comment ça marche, comment c'est aujourd'hui. Et c'est peut-être un peu moins facile de dire comment les choses ont bougé, comment on en est aujourd'hui, que de faire un peu d'histoire. Mais enfin, aujourd'hui, voilà, on va essayer de parler de la situation actuelle et on va essayer de le faire. Et moi vraiment, je me réjouis parce que je trouve que c'est passionnant et qu'on en parle trop peu. On va parler un peu de cuisine, en fait. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, on fasse la même chose un peu sur la critique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pratiques qu'on connaît mal. On les approche, on les voit, on passe à côté, on entre dans une salle, on achète un billet, on voit l'exploitant qui présente un film ou le critique qui intervient, mais tout ça, la cuisine est mal connue et je pense qu'elle est intéressante. Donc Mathias, voilà, tu voulais commencer par évoquer un peu des questions très quotidiennes d'exploitation et de difficultés, entre autres. Ouais, tout à fait. Et je pense que justement, la difficulté peut-être à penser la période qui nous occupe, dans laquelle on baigne, c'est... justement le flot à la fois de choses à faire quand on tient une petite salle indépendante arrêt-essai, ça fourmille d'activités, on n'arrête pas, on est dans une espèce de flux tendu de d'activités. Mais c'est quoi justement les choses à faire? Les choses à faire, je veux dire comme ça, une journée quoi. Tenir un lieu, ouais. C'est le nettoyer, c'est faire en sorte que les appareils marchent, que le public soit accueilli en temps et en heure, hein. Il faut ponctualité extrême dans notre métier, par exemple. C'est gérer une équipe, c'est programmer des films, ça je vais longuement en parler. L'impression du programme. L'impression du programme, rédiger des choses, faire de la communication, organiser l'intégralité des soirées, événements qui filent tout au long de l'année. Donc ça, parce qu'à l'Eldo, comme finalement, enfin, comme je crois, mais peut-être je me trompe, dans pas mal de salles. Oui, comme beaucoup de salles. Il y a quoi, en moyenne, quand même plusieurs soirées par semaine. Oui, peut-être. 2 à 3. Nous, c'est 2 à 3 événements quoi par semaine. Parfois, c'est un peu plus dense en fonction des périodes. Voilà. Et puis il y a aussi une partie de gestion financière, donc c'est-à-dire des dossiers, parce que les salles RSC sont des salles qui sont soutenues financièrement déjà par le CNC pour la prime RSC, mais aussi parfois, nous c'est notre cas, localement, par la ville ou par le département. Nous on est soutenu par le département, je crois que c'est une des rares salles soutenues par un département là en France. Et pourquoi ça? Pourquoi ce cas particulier ? Alors ça, c'était le directeur qui m'a précédé, qui avait noué ce partenariat avec le département. Donc nous, on l'a maintenu, évidemment, mais je sais pas comment ça s'est noué à l'époque. En tout cas, voilà, on travaille avec eux, donc ça, c'est assez génial. Et tout ça, évidemment, ça veut dire des rencontres, des dossiers. La partie gestion, elle est importante, d'autant plus quand on est pauvre et quand on est dans une situation de précarité économique, et c'est le cas de pas mal de salles indépendantes. Donc il faut suivre tout simplement les comptes, qu'est-ce qu'on doit payer en priorité, comment on peut faire en sorte de pas se foutre dans la merde avec un distributeur ou avec quelqu'un qui on doit de l'argent, essayer de retenir un peu, attendre la prime RSC par exemple pendant l'été qui va bientôt tomber et qui nous fait beaucoup de bien, mais en attendant il faut discuter avec tout le monde. Enfin, tout ça prend énormément de temps en fait. Donc on a c'est des choses, c'est pas des difficultés, mais on va dire des choses quotidiennes et pour certaines un peu des servitudes qui ont toujours été les mêmes ou qui ont pris des formes un peu
nouvelles ou qui se sont alourdies ou... Alors je crois que ce qui s'est, alors pas alourdi parce que c'est quand même quelque chose de positif, mais c'est l'animation. Moi, il me semble que les salles à réessai aujourd'hui suraniment. Elles créent des événements tous les 2-3 jours pour doper la fréquentation. Mais on pourrait presque le dire de l'Eldo d'une certaine façon. Oui, mais avec un côté. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Après, c'est génial parce que c'est quand même le cœur de notre profession, je crois, d'incarner une salle, de l'animer, d'inviter des gens qui soit qui fabriquent les films, soit qui les pensent. Donc ça, c'est merveilleux, mais on voit aussi que pourquoi les salles à réessai suraniment, c'est parce que le flux de fréquentation traditionnel, uniquement sur la sortie des films, ne suffit plus à faire travailler une salle. Donc ça, c'est un phénomène, de mon côté, comme critique, je le mesure et j'ai plutôt tendance à m'en féliciter, disons, ça nous donne du travail, et puis c'est pas simplement que ça donne du travail, c'est que c'est toujours des occasions qui sont quand même très, très profitables et très agréables et tout. Mais ce que tu dis, c'est que ça a évolué, ça n'a pas toujours été le cas, c'était pas le cas. Moi, il me semble. Il y a 10 ans, je veux pas dire de bêtises, mais moi je suis arrivé il y a 20 ans à l'Eldorado, on avait moins d'invités, de soirées qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est bon, mais c'est aussi une volonté de l'équipe. Mais pourquoi tu dis suranime? Parce que tu penses qu'au bout d'un moment, suranimer, trop d'animation tue l'animation ou... Déjà parce que moi je dis ça d'un point de vue aussi de travail, c'est-à-dire que on sent que nous on est à 200% on ne fait que ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'on aimerait beaucoup avoir une équipe qui nous permet peut-être de le continuer, mais de le faire dans une espèce de sérénité, de calme. Là, on est constamment à flux tendu, donc on est un peu comme sur une brèche et on sent aussi qu'il en va de notre survie. Donc moi, je préférerais travailler dans d'autres conditions, quoi. Et ce qui nous prend le plus de temps, c'est la programmation. Et ça, je pense que les spectateurs l'imaginent assez mal, mais même pour moi, c'est pas très obtenir un film, tenir une ligne éditoriale dans une salle, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien puisque nous louons des copies aux distributeurs de films. Donc un film, dès qu'il est terminé, est acheté par un distributeur. Alors maintenant, très souvent, le distributeur participe dès la production. Il a déjà préacheté le film. Et un distributeur décide de son déploiement sur le territoire. Donc un distributeur achète sur un territoire national, sur une durée précise, les droits de diffusion d'un film en salle. Et à partir de là, il décide de son plan de sortie sur le territoire. Et donc, il va dire, dans les villes moyennes comme Dijon, déjà à Paris, je vais placer tant de copies, dans l'idéal. Après, il appelle les salles, ou les salles l'appellent. Là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand le distributeur a un film très porteur que tout le monde veut, il est appelé par toute la France entière pour donner la copie de son film. Et quand il s'agit d'un film plus fragile, économiquement plus fragile ou moins fédérateur, disons, là c'est l'inverse, c'est le distributeur appelle toutes les salles de France pour dire t'as pas une petite place là cette semaine pour sortir mon film. Voilà, donc nous déjà il faut voir tous ces films, donc c'est énorme parce qu'il y a des semaines où il y a plus de 20 films qui sortent. Donc nous on essaie de mais avec cette facilité qui n'existait pas avant par définition, que maintenant un exploitant comme toi et les autres, vous pouvez voir les films sur les plateformes. Oui. Donc, moi, il y a 20 ans, on était tenu de se déplacer à Paris pour des projections de presse, mais à une époque où moins de films sortaient, évidemment. Là, aujourd'hui, l'essentiel des films qu'on voit dans l'année, c'est des liens. Donc, on les voit sur des ordinateurs. AFKE, il y a des choses comme voilà, par exemple, il y a l'AFKE, donc l'Association des cinémas français, a réussi à développer une plateforme qui réunit quand même pas mal de sorties donc qu'on peut visionner plusieurs mois à l'avance. Donc ça, c'est très bien. Les projections de presse ont toujours lieu à Paris, évidemment. Donc plus on habite... là aussi, il y a une espèce d'inégalité de traitement quand même. C'est une profession extrêmement centralisée sur Paris. Donc quand on est exploitant à Bayonne, se déplacer à Paris pour les projections de presse, c'est compliqué. Et il y a des films, notamment des studios américains, qui ne sont visibles qu'en projection de presse à Paris. Les Américains refusent de faire des liens sur leurs films parce qu'ils ont peur du piratage, évidemment. Donc, c'est parfois un peu sportif. Et puis, on se déplace en festival quand on en a
et l'occasion et la possibilité économique. Donc nous, on va quand même chaque année au Festival de Cannes, c'est le rendez-vous de la profession, et notamment avec des réunions professionnelles, etc. Là c'est l'occasion de voir beaucoup de films. Et puis, bon, il y a plein de festivals tout au long de l'année pour voir les films. Donc la programmation nous prend un temps fou. Et pourquoi elle nous prend un temps fou ? Parce que dans des zones dites à concurrence, c'est le cas de Dijon, mais c'est le cas de beaucoup de villes. La première, c'est Paris. Hein. C'est une guerre dingue entre les circuits et les salles indépendantes. Donc quand je dis circuit, c'est des propriétaires de salles qui en possèdent au moins 50. Donc c'est Pathé Gaumont, UGC. MK2 aussi à Paris est considéré comme un circuit. Et de ce côté-là, c'est quoi la situation à Dijon ? Et à Dijon, donc nous, on a affaire à Pathé qui possède 2 multiplexes à Dijon, et à une propriétaire privée, mais qui est en train de vendre, qui possède un multiplex et un cinéma de 6 écrans en centre-ville, en hyper-centre-ville. Le Darcy ? Le Darcy et l'Olympia, mais qui a confié sa programmation à une entente de programmation, c'est un peu complexe, qui s'appelle MC4, alors qui n'est pas du tout connu du grand public, mais MC4 programme plus d'une centaine de salles en France. Donc ce groupe a un poids très important. Et là, les salles sont en vente. Donc, et on a appris l'identité du racheteur de ces 2 salles. Il s'agit d'un groupe plus puissant qu'MC4 qui s'appelle Cinéville, qui œuvre surtout dans l'ouest de la France, Nantes, Quimper, Brest, etc. Et donc ça, tu penses que ça va occasionner des difficultés ou même oui, des conflits d'un nouveau... ça va être des difficultés accrues puisque nous, disons le conflit principal qu'on a, c'est sur les films RS et dits porteurs. Je sais pas, moi, ça va te faire rire, mais un Guédiguian, par exemple, c'est un film RS et porteur. Parce que... On a fait une émission sur Guédiguian qui était... Tu en as dit du bien. Non, mais j'ai toujours cette image que tu n'aimes pas le cinéma de Guédiguian. Mais... Je préfère Mizoguchi, mais c'est intéressant quand même. Et donc, on se bagarre sur ce type de film. Et à Dijon, une autre salle qui s'appelle le Darcy est en train de faire un virage arrêt-essai très clair, hein, et vient nous contester l'obtention de ces films. Et Pathé également, puisque Pathé, partout où il est, s'intéresse à l'art-essai dit porteur. Alors Pathé va jamais aller travailler à un film qui sort sur 20-30 copies. Pathé, c'est 2 multiplex. Alors, un en périphérie à Dijon et un au centre-ville. Pardon, je t'interromps, mais si je comprends bien aussi, parce que je ne suis pas exploitant, mais enfin, il m'arrive d'aller dans des salles, et puis on se fréquente beaucoup. C'est un truc assez nouveau, ça, que enfin, relativement nouveau, peut-être je me trompe, que les multiplex empiètent, si je puis dire, sur la réessai, non ? Ça fait partie des données... Oui. Déjà, les multiplex, en soi, c'est une donnée qui n'a pas toujours existé, et de loin, qui est relativement récente, et peut-être aussi... Ça, ce que Serge Danet, en 87, ignorait encore, c'était effectivement finalement la réponse des circuits, donc Pathé Gaumont en tête, mais UGC également, à la toute puissance de la télé, quoi, qui dans les années 80, ça y est dans tous les foyers. Donc la réponse, c'est l'écran géant, quoi. C'est l'écran géant et le multisalle. Oui, parce que l'un va pas forcément avec l'autre. Tu peux avoir aussi un mono-écran géant. Tu peux avoir d'ailleurs, dans les multiplex, tu as aussi des salles qui sont... Il y a des salles plus petites, mais ils ont quand même 3 ou 4 salles de très grande capacité pour accueillir les blockbusters, quoi. Et ça a été la réponse. Et c'est à partir de 92-93, les premiers multiplex en France, l'éclosion donc d'un nouveau type d'établissement très grand, avec au moins... La définition du multiplex, c'est au-delà de 7 salles. Donc c'était au moins 8 salles, avec des très grande capacité sur les premières salles. Et voilà, ça va jusqu'à 35, ce qui est délirant. Je dis ça parce que je crois que ça doit être les halles. Les halles, voilà. Les halles, salles classées RSC, propriété du GC, et qui est la première salle RSC de France et la salle qui fait le plus d'entrées en Europe. C'est un truc complètement fou. Hein, complètement fou. Explique-nous peut-être comment un multiplex... Alors moi, je suis comme beaucoup de gens... Lorsque je vivais à Paris, j'ai beaucoup fréquenté l'UGC et les Halles parce que il y avait tellement de films qu'on avait presque toujours la possibilité d'en tomber sur un à n'importe quelle heure, parce qu'en plus il y avait des projections le matin. Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais on pouvait dès aller à 9h30 et tout ça. Et donc si on ratait un truc, on en avait un autre. Et qu'en plus, la programmation
en disant ça, je réponds un peu à ma question, mais que la programmation de l'UGC Léal était... elle parcourait quasiment tout le spectre. Elle allait, disons, d'un film de super-héros à peut-être pas un film de Guy Roddy, mais d'une certaine façon, si. Et il m'est arrivé, aujourd'hui ce serait différent, mais il m'est arrivé, je dirais quand même il y a 20 ans, d'avoir le sentiment, peut-être un peu faux, mais quand même, et je sais, encore une fois, je n'étais pas le seul, qu'en allant dans ce lieu, qui est un lieu pas du tout agréable a priori, les halles, c'est pas très agréable, la multiplex, c'est pas très agréable, de retrouver quand même des conditions presque de cinéma à l'ancienne, dans le sens où c'était tellement énorme, il y avait tellement de choix, qu'on n'était pas dans la grande messe culturelle qui faisait horreur à Danay, et moi qui me fais horreur un petit peu aussi, voilà. Où on a l'impression d'être dans un truc un peu ghetto, la salle avec le public choisi, qui sait ce qu'il va voir et qui aime bien se reconnaître. Voilà. Donc j'avais presque le sentiment dans cette UGC d'être dans une espèce de condition comme ça, un peu de tout venant cinématographique, quoi. Voilà. Ouais. Mais après cette petite digression, je reviens à ma question. Comment se fait-il que ce mastodonte se retrouve classé à réessai ? Est-ce que c'est une aberration ? Alors, c'est pas une aberration. C'est-à-dire le cinéma déjà est tellement grand qu'il absorbe la quasi-totalité des sorties. Oui, donc tu es d'accord avec moi quand je dis que le spectre était quasiment... Le spectre est hyper large, mais quand même, hein, les films vraiment les plus... Alors, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, c'est petit dans son existence économique, quoi. Ça, c'est absent, quand même. Il y a des films qui refusent et que nous, par exemple, à Dijon, on diffuse. Ouais. Mais le spectre est très, 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 très large, effectivement. Et tous les films, tous les blockbusters, tout sort en VO. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Enfin, une nouveauté. Ça fait un moment hein, maintenant qu'il fonctionne comme ça. Mais c'est-à-dire que c'est aussi une espèce de... c'est pas le cas dans tous les multiplex. C'est le cas au Halles. Je parle des Halles. C'est pas le cas dans tous les multiplex. Maintenant, désormais, dans les autres multiplex, c'est plutôt... ils partagent. Ils font des séances VF et des séances VO. Ouais. Mais c'est une espèce de grande lessiveuse, l'UGC Léal. Donc ça m'étonne pas que des cinéphiles comme toi peuvent quand même s'y retrouver. Moi, je parle de ça, j'y vais plus. Oui, mais c'est très couru. C'est très couru. Oui, j'y allais avec plaisir. Et puis alors, c'est couru à tel point que c'est même la référence du pays, puisque la séance de 9h, la première séance des Halles du mercredi matin, jour de sortie des films, va quasiment donner le là et définir la carrière d'un film. En fonction du nombre d'entrées dans cette salle à Paris, les distributeurs sont en capacité de dire si le film marchera bien, marchera pas du tout, marchera moyennement. Voilà. Donc, alors, je reste un instant là-dessus, parce que c'est quand même aussi ce qui intitule nos deux épisodes, la réessai. Oui. C'est quoi donc une salle est labellisée à réessai. Oui. Elle est labellisée, je dirais... J'imagine mal. Est-ce que le patron de l'UGC Léal doit en faire la demande ? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il en escompte un retour, parce que c'est pas. Ou est-ce que c'est un peu du prestige aussi ? Il y a à la fois le prestige symbolique d'être classé à réessai, d'être une salle classée à réessai. Et le label qui est accordé par qui ? Par le CNC. Par le CNC. Et, donc il y a une espèce de prestige symbolique, mais également une prime. Il y a une prime à réessai. Voilà, donc dont le montant va dépendre de la taille de la commune dans laquelle se trouve la salle et du pourcentage de films recommandés à réessai diffusés à l'année, et aussi de la qualité de l'animation, de la vie du lieu. Donc, c'est pas désintéressé quand même. Voilà, il y a aussi non, mais c'est pas désintéressé, et c'est très bien. Mais UGC, je pense pas qu'ils ont pas développé l'UGC Léal pour la prime à réessai. Voilà, ils ont pris c'est des prises de marché. Donc c'est parce que la réessai fait des entrées. Finalement, là, au moment où Danay enregistre cette émission 87, la réessai est en complète perte de vitesse, mais les années 90 voient ressurgir voient même presque surgir des cinéastes
Je sais pas, moi je pense que les années 90. Il y a les fameux porteurs, Almodovar. Voilà, exactement, Almodovar, Ken Loach, Loach, voilà, des gens comme ça qui vont faire les belles heures des salles indépendantes. Qui faisaient des films au moment de l'émission de Danet, bien sûr, mais c'est plutôt après où ils vont quand même vraiment, disons. Et les versions originales sous-titrées passent prioritairement dans les salles à essai indépendantes. Parc de salles. Parce que les versions, le taux de films que tu diffuses en RSC, en version originale, pardon, ça rentre aussi dans. Bien sûr. Ça te donne des points, si je puis dire. Absolument, absolument. Et les salles RSC, d'ailleurs, ont fait sortir la VO du ghetto parce que les films étaient principalement vus en VF jusque dans les années 90. Mais si je comprends bien ce que tu dis, en 87, quand ils parlent quand ils font l'histoire là, depuis la Salamandre en 71, 87, où ils discutent, été 87, en plus c'est un moment très particulier, je crois qu'on en a parlé. C'est après Cannes 87 qui marque vraiment une rupture, parce que c'est le moment où le festival est pris d'assaut par la télévision. Pour Danet, ça va être aussi le moment où il va vraiment se mettre à écrire sur la télé, donc il va arrêter la critique de cinéma, enfin il l'a arrêté déjà un peu avant, mais bon. Voilà. La RSC, si je comprends bien, à ce moment-là quand même avait encore une signification, désignait quand même une espèce de niche peut-être. Et aujourd'hui, il me semble avoir entendu dire, alors pardon, peut-être je dis vraiment des choses tellement naïves que tout le monde le sait, qu'en fait, parce qu'il y a les salles qui sont labellisées RSC, et il y a les films qui sont labellisés. Voilà. Et je crois que qu'une grande majorité des films sont en vérité labellisés RSC. 80% des sorties. Donc, la question, c'est quand même la question un peu du podcast, là, ce podcast-ci en tout cas, c'est ça veut dire quelque chose encore, ou est-ce que parler de la RSC, si dans l'esprit des gens, tu dis ah oui, dans ma ville il y a un cinéma RSC, tu imagines une vie culturelle très très pointue. Or c'est plus du tout le cas. Non. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres labels qui ont peut-être une signification qu'avait anciennement la RSC, et pourquoi continuer à dire art et essai, qui est quand même une expression elle-même, art et essai. Et c'est pas rien quand on veut dire essai, ça veut dire c'est une chose qui peut-être justement ne va pas réussir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui ? Est-ce que ça veut rien dire tout simplement ? La notion est devenue trop large, trop usitée. Je crois qu'elle a perdu complètement de sa force. Le spectre de films à essai, puisqu'on recommande 80% des sorties, est tellement large que c'est... Et les recommandations, c'est le CNC aussi ? Oui, c'est le CNC via un collège de recommandations d'une centaine de personnalités, voilà, qui voient les films très en amont de leur sortie et qui décident de les classer ou non, de les recommander ou non. Et 80% des films. Ouais, c'est devenu. D'ailleurs, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Ça, c'est beaucoup trop large parce que ça a plus beaucoup de signification. Effectivement, on voit qu'il y a des films. Mais le problème, c'est cette notion d'auteur aussi. Mais ça, on en parlait déjà lors de la première émission. Le cinéma d'auteur est devenu de l'auteurisme. Donc, il y a aussi beaucoup un cinéma de tic, un peu avec, comment dire, des marques de fabrique, et qui se transforme en cinéma d'auteur et donc qui est classé RSC de manière un peu automatique en France, mais pas seulement. Le cinéma européen aussi est beaucoup comme ça. Et ça a fait perdre beaucoup de vitalité, finalement. Les salles RSC connaissent aussi des difficultés aujourd'hui parce qu'elles ont hérité de cette espèce d'auteurisme qui a fait fuir une grande partie du public. Pendant toutes les années 2000... Et qui est aussi... attire un certain public, non ? Oui, mais le public s'est pas renouvelé. Le public s'est pas renouvelé. Voilà. Pardon, tu disais au cours des années 2000 ? Au cours des années 2000 et 2010, le petit refrain qu'on a entendu, moi, c'est quand j'ai commencé à travailler en 2004 dans les salles, il y a 20 ans, le refrain, c'était que c'était le vieillissement de la population RSC. C'est-à-dire que nos salles, et ça, je peux en témoigner, n'étaient remplies que de têtes chenues et qui vieillissaient d'une année sur l'autre, et on ne voyait comme pas... beaucoup de gens, finalement. Et on ne Ah oui, non, pas simplement les gens, mais on ne voyait pas les nouvelles générations revenir. D'accord. Voilà. Elles reviennent depuis quelque temps, là, depuis 8-9 ans, je dirais qu'elles reviennent. Moi, j'attribue ça à finalement une politisation de la jeunesse. Moi, c'est depuis 2017, je vois ça. Il y a notamment tous les mouvements contre la loi travail, le Nuit debout, etc. On voit qu'une partie... Mais tu dis ça parce que l'Eldo est un cinéma aussi avec une politique de programmation, absolument. Mais aussi avec une politique tout court. Oui.
Oui, oui, Enfin, en tout cas, si je puis dire, c'est quand même une bonne chose à entendre. Donc, ce vieillissement d'il y a 20 ans, aujourd'hui, il est en train d'être battu en brèche, heureusement. Des gens, mais très jeunes, hein, des gens disons de la tranche 16-22 ans, quoi, qu'on ne voyait absolument jamais, refréquentent nos salles. Alors, c'est peut-être pas le cas de toutes les salles à essai en France. En tout cas, c'est le cas des salles... déjà dans des villes, quand même dans des communes un peu importantes quoi, en termes de population, mais aussi peut-être qui ont fait ce travail, à la fois un travail politique et un travail d'animation de la salle. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils souhaitent, il y a une partie de la jeunesse qui en a marre des temples de la consommation, des multiplexes, des films dont on ressort absolument intact et indemne tellement ils sont attendus et ils produisent ce qu'on attend. On voit qu'il y a une exigence dans cette nouvelle génération qui est très forte. Et ça, c'est quand même enthousiasmant parce qu'on se dit qu'on n'a pas perdu forcément la partie. J'ai une autre question derrière, mais je voudrais que si ça t'ennuie pas d'évoquer ça, que tu en dises un peu plus sur le type de, peut-être conflit le mot est fort, mais enfin si, le type de conflit dans lesquels une salle comme l'Eldo et d'autres, je pense que l'Eldo est quand même un cas disons, relativement représentatif, le type de conflit qu'une salle peut avoir avec un distributeur ou avec une salle concurrente. Voilà. C'est des choses qu'on ignore complètement. Voilà. Par exemple, moi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais le jour où j'ai entendu que, en fait, un distributeur ou un exploitant, je crois, dit à un distributeur auquel je monte ton film pendant 15 jours, en fait, l'engagement n'est qu'oral, c'est ça. Il n'y a pas de... Non, on ne signe pas de contrat. Moi, ça m'a toujours paru fou. C'est-à-dire que si au bout d'une semaine, tu considères que le film n'y marche pas ou qu'il y en a un mieux qui arrive derrière, tu le débarques, quoi. Enfin, un tu générique, hein, bien sûr. Il y a d'ailleurs un turnover de films beaucoup plus rapide qu'autrefois. Hein. Là, et étant donné en plus, depuis la sortie du Covid, là, il y a une multiplication, puisqu'il y a beaucoup de films qui sont restés sur les étagères pendant cette période-là, mais ça continuait à monter pendant l'arrêt, les fermetures de salles. Donc, il y a un embouteillage dingue de films qui ne s'arrête pas. Donc, il y a une espèce de folie furieuse de turnover. Effectivement, alors, mais quand même, les grands spécialistes du décrochage au bout d'une semaine du film, ça, c'est les circuits. C'est-à-dire que eux, dès que ça dépasse pas un certain seuil d'entrée, les films dégagent parce que c'est pas intéressant économiquement. Nous, en fait, c'est assez simple. Les rapports conflictuels de programmation, c'est d'abord des rapports de force locaux entre des opérateurs, donc entre différentes salles. Nous, par exemple, très concrètement à Dijon, on a affaire à Pathé d'un côté et à une entente de programmation donc, qui s'appelle MC4, j'en parlais tout à l'heure. En deux mots, c'est quoi une entente de programmation ? Une entente de programmation, c'est des gens qui ne sont pas propriétaires des salles, mais qui les programment. Donc c'est c'est une même personne ou une même entité qui programme un ensemble de salles sans les posséder physiquement. Et qui donc peut faire une espèce peut décider du dosage. C'est toute la difficulté qu'on a. Nous, c'est face à Pathé et MC4 par exemple. C'est l'inégalité de traitement qu'on peut subir finalement, parce que quand on s'appelle Pathé et qu'on programme un nombre incalculable d'écrans, un distributeur a du mal à dire non à Pathé, et c'est la même chose avec MC4 dans une moindre mesure puisqu'il est un peu moins puissant et qu'il est beaucoup plus facile de se fâcher avec l'Eldorado de Dijon qui a que cette salle-là qu'avec Pathé ou MC4. Et le distributeur va avoir du mal à dire non à Pathé, même si Pathé peut-être va débarquer son film après une semaine ou deux. Les conflits, c'est plutôt sur les titres dits porteurs, c'est-à-dire les titres qui vont pas être débarqués, susceptibles de générer pas mal d'entrées, et donc ils ne seront pas débarqués au bout d'une semaine, généralement. Et nous, on a affaire, en fait, à ce qu'en droit, on appelle les abus de position dominante, c'est-à-dire que les circuits, mais on n'est pas les seuls, hein, dans beaucoup de villes de province, c'est le cas, les circuits font pression auprès des distributeurs pour obtenir la copie sur tel ou tel poste, en s'appuyant sur l'intégralité des écrans qu'ils programment.
Et chose qui est illégale parce que théoriquement, on devrait programmer localement. Donc un distributeur devrait placer son film là où il estime qu'il sera le mieux défendu. Et notamment les films dits d'auteur ou les films à essai, on a montré, nous, qu'on était la salle la plus performante sur ce type de film. Et pourtant, les distributeurs nous refusent certaines copies. Ou alors, autre phénomène qui se développe énormément, multiplie les copies sur site. Donc on a vu, nous, à Dijon, par exemple, beaucoup de films sortir en tandem, sur 2 copies, ou sur 3 copies, alors que dans toutes les autres villes moyennes de France, le film ne sortait que sur une seule copie. Oui, c'était le cas, par exemple, de La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt, dans beaucoup de villes moyennes, le film est sorti sur une copie. C'est-à-dire que le distributeur estimait que c'était suffisant pour capter tout le public. C'est un film qui a très très bien marché. Et à Dijon, il y a eu 3 copies. Mais ça vient aussi du fait qu'on continue à dire copies alors que c'est plus des copies et qu'il y a, c'est plus des copies. On dit écran maintenant. Et qu'il n'y a plus de coûts de fabrication de copies et donc il est très facile de dire bien sûr, fait tant de BCP la numérisation. Alors qu'avant, faire une copie de plus, c'était, je pense qu'on y regardait à 2 fois peut-être. Bah oui, parce que quand c'était encore de la pellicule. Avant, ça coûtait 10 000 francs quand on était en francs. C'était très. Donc c'est aussi c'était très cher de développer une nouvelle copie pellicule. Aujourd'hui, c'est des téléchargements. C'est des téléchargements ou des disques durs qui tournent entre salles. Donc c'est coût zéro, quoi, de rajouter des copies sur une ville, ça engendre pas de surcoût. En revanche, ce qu'on voit, c'est le poids dingue des circuits. C'est eux qui décident finalement des plans de sortie plutôt que les distributeurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et on pense assez mal, moi je trouve, l'économie, ou disons la macroéconomie de l'exploitation et de la distribution en salle, nous, on est censé donner toujours notre avis sur une réforme de l'ARS, sur bouger 2-3 petits curseurs, c'est-à-dire comment aider un peu plus les salles les plus vertueuses, un peu moins les salles qui nous paraissent être moins pointues, peut-être sur l'ARS, ou qui fournissent moins de travail. Mais on est sur une enveloppe hyper réduite. L'ARS, c'est la dernière subvention, l'ARS, c'est 19 millions d'euros. Elle était à 18 millions, elle a été légèrement augmentée. 19 millions d'euros pour l'Eldorado, c'est quand même pas mal. Pour 1200 salles, classées ARS. Donc finalement, c'est pas grand-chose. À titre d'exemple, la Cinémathèque française touche la même somme, 19 millions d'euros annuellement, juste pour un lieu. Alors qu'il y a d'autres fonctions, il n'y a pas que la fonction de diffusion, mais moi, ce rapport-là, il me rend dingue, quoi. Il me rend dingue. Et parmi ces salles, les circuits ont des salles classées RSA qui vont toucher de l'argent. Donc, nous, on a constamment interrogé ça. C'est déjà comment ça se fait que des salles ultra bénéficiaires, notamment les salles Pathé, on sait que les frères Seydoux font partie des plus grandes fortunes françaises. Donc, on vient quand même enrichir aussi personnellement c'est le propre du capitalisme, mais des gens qui le sont déjà. Et donc, on va en plus leur donner de l'argent public pour contribuer à leur surpuissance qui vient matraquer, voire tuer des salles indépendantes, c'est-à-dire les choses les plus vivaces localement dans les villes. Et ça, c'est le rapport qu'on a, par exemple, avec Pathé Gaumont ici en France, moi, me pose problème. Je reviens sur la Cinémathèque française, pardon, mais dans le conseil d'administration de la Cinémathèque française... Ça ne me dérange pas personnellement. Dans le conseil d'administration de la Cinémathèque française, il y a 2 représentants de l'exploitation. C'est un représentant de Pathé Gaumont et un représentant du GC. Il n'y a pas un seul représentant de la RSC indépendant, par exemple. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement riches qu'ils arrivent à mécéner ensuite la Cinémathèque française, des restaurations de films, des festivals, etc. Donc c'est-à-dire que le Pathé Gaumont commence à avoir autant de pouvoir que le CNC. C'est une espèce d'entité privée qui va mécéner, qui va dire oui, et qui va faire la pluie et le beau temps dans beaucoup de villes. Mais il me semble quand même que les associations de salles indépendantes ne sont pas sans pouvoir elles-mêmes. L'association de salles, l'AFKE, le GNCR... Oui, mais Pathé en fait partie. L'AFKE, je parle par exemple des ententes de programmation. Les ententes de programmation font partie
de l'AFCAE. L'AFCAE regroupe l'intégralité des salles classées RSC. Hein. Et le GNCR, c'est autre chose. Le GNCR, c'est alors plus, le GNCR, c'est serré. scission d'une. Oui, mais aujourd'hui, enfin. Donc le GNCR, c'est le Groupement national des cinémas de recherche. Exactement. Le cinéma de recherche, qui est un autre label. Ouais. Oui. Bon, qui lui essaie de de promouvoir des salles dont la programmation est plus exigeante, dont le travail est un peu plus exigeant, mais bon, je vais pas et le GNCR, vous en êtes où? Alors là, nous, on n'est plus adhérents là, mais c'est plus pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on est tellement serré, c'est qu'on peut même plus payer la cotisation, mais on l'a longtemps été, et on y reviendra probablement. Mais aujourd'hui, moi, je vois pas de différence fondamentale de ligne politique entre l'AFCA et le GNCR. Je vais pas me faire que des copains en disant ça, mais honnêtement, c'est très ténu et je vois pas trop l'intérêt d'avoir deux structures. Alors, je me posais une question de cas pratique. Tu vas me dire si c'est pertinent ou pas. Là, on est au mois de juillet, et donc on est au moment où on est en train de préparer la rentrée cinématographique, qui est en général plutôt une rentrée cannoise, c'est ce qui est logique. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce qu'on appelle la rentrée, contrairement à il y a encore 10 ans, est plus avancé. Enfin, maintenant, les films importants peuvent sortir dès le mi-août ou 20 août, enfin, peu importe. Oui. Ma question, c'est pas celle-là. Est-ce que tu peux nous parler éventuellement d'un cas dont tu sens qu'il va être un peu complexe, d'un film que vous aimeriez avoir à l'Eldo et où tu te dis, tiens, là-dessus, ça risque on risque de se tirer la bourre et au bout du compte... Oui, par exemple, alors, bon, moi, c'est pas un film dont je raffole, mais en revanche, je sais que le public va l'adorer. C'est un film c'est le Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui sort, qui a fait grand bruit et qui sort fin août, le 21 août, je crois, 21 ou 27 août. Et ça y est, on va pouvoir sortir le film, mais dans pas mal de villes, la salle indépendante RSC a été évacuée du plan de sortie par le distributeur. Qui est Pathé. Ah, le revoilà. Pathé, le revoilà. Oui, parce que Pathé, en plus, c'est une intégration verticale. On dit ça dans l'industrie, c'est-à-dire qu'ils non seulement c'est le premier exploitant de France, mais c'est aussi un des distributeurs les plus puissants et un des producteurs aussi très puissants. Donc c'est un film que vous aimeriez montrer à l'Eldo. Oui. Et on a dû batailler pour obtenir une copie de film, c'est-à-dire même faire des menaces de médiation. Donc ça, c'est la seule instance de régulation créée par Jack Lang il y a fort longtemps, au début des années 80, et qui permet de dialoguer dans de meilleures conditions avec un distributeur sous le contrôle de la médiatrice du cinéma. Et généralement, là, les entorses justement aux règles concurrentielles, à l'égalité concurrentielle, sont plus difficiles quand on discute sous le contrôle de la médiatrice. Donc, mais on sait aussi que dans d'autres villes, le Pathé refuse, et pour une raison qui me paraît complètement spécieuse. Donc, c'est-à-dire que Pathé privilégie ses propres salles pour cette sortie. Ça, c'est quand même assez dingue. Enfin, mais ça, c'est dingue, mais c'est anticoncurrentiel. Oui, mais c'est pas étonnant, mais c'est anticoncurrentiel. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas légal. Voilà. Et là, on pourrait aborder un autre thème, c'est quand on est exploitant, souvent on est cinéphile. Et moi, c'est une question qui est toujours trouvé difficile à aborder. Enfin, ouais, un peu difficile à aborder, oui. Qui est posons-la comme ça très bêtement. Est-ce que toi, tu penses que tu ne dois montrer que les films que tu aimes? Non. Puisque justement, tu parles d'Emilia Pérez et on a bien compris que tu préfères Guédiguian. Moi, c'est pas ma cam Emilia Pérez, mais en revanche, j'ai vu, il y a un vrai enthousiasme dans la profession, chez les programmateurs RSC également, puisqu'on l'a vu en compagnie de beaucoup de nos collègues au Festival de Cannes. À Cannes, au moment des journées AFCAE? Non, pas du tout. Il était montré, puisque c'est un film en compétition, donc on l'a vu lors des projections cannoises. Et mais il est impossible aujourd'hui parce qu'on diffuse 300 films par an, ou alors peut-être que certains exploitants RSC aiment l'intégralité des films qu'ils diffusent. Moi, j'en doute quand même. En revanche, moi, je trouve des qualités à chacun des films que je diffuse, mais je fais une différence entre des films qui vont remplir une époque et des films qui vont marquer une époque, quoi. Emilia Pérez va remplir parce que on va énormément parler, ça va faire l'objet de beaucoup de discussions, on va pas être d'accord. Et ça, moi, j'aime beaucoup susciter. On en fera sans doute un épisode. Oui, probablement. On va pas être d'accord, ça va susciter des. Vu, mais je vais le défendre.
C'est formidable. Bah, Non, bon c'est courage. J'en sais rien, pardon. Mais ça va susciter des discussions, en revanche, qui risquent d'être passionnantes, je pense. Ouais. Et puis, il y a tout un pan. Parce que, alors, moi, je continue à croire à la politique des auteurs. Ça paraît un peu ringard, mais moi, j'aime pas. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ma génération, mais on a fait partie des programmateurs qui avons non pas découvert, parce que c'est terminé. Les salles RSC ne découvrent plus des auteurs. C'est la critique ou les festivals qui découvrent les jeunes cinéastes, disons, mais nous, on a accompagné des Wang Bing, des Miguel Gomsch, des Hong Sang-soo. Voilà, ça, c'est nos auteurs à nous. Ça ne me dit rien, mais ça a je l'air me bien doute. dit comme ça. Oui, non, mais tu devrais t'y pencher un peu. Ouais. Alors, pardon, oui. Et ça, voilà, ça, c'est du cinéma qui va marquer l'époque. Mais c'est du cinéma qui fait pas d'entrée. Donc on touche. Tu peux en faire parce qu'il me semble que Tabou avait. Alors Tabou, dans la carrière de Miguel Gomsch, c'est un peu à part. C'est le film qui a fait le plus d'entrées ici en France. Mais tous ces autres films font des entrées quand même très très faibles, hélas, quoi. Et on n'est pas très très loin de la fin, je pense. Mais comment tu vois si c'est trop tôt? La Palme d'Or, tu penses que ça va se passer comment, le film de Sean Baker? Anora, je crois. Anora, Bon, ouais. je l'ai pas vu. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Sean Baker. Ouais. Je trouve ça vraiment passionnant. J'ai pas pu voir encore la Palme d'Or parce qu'on avait déjà quitté Cannes quand il est passé. On va le voir là dans l'été. Qui distribue? C'est Le Pacte qui le distribue. Le Pacte, c'est un distributeur qui dit. Moi, qui distribue les Palmes d'Or. Oui, mais quand je faisais partie de commission au CNC, on disait toujours que le Pacte distribuait trop de films, n'avait pas le temps de les... La réputation du Pacte, c'est ça. C'est vraiment d'acheter balancer, très cher les films pour Ouais. un peu tuer la concurrence. Et effectivement, ils ont beaucoup de films. Après, ils travaillent bien. Hein. Attention, c'est... Ah, tu trouves qu'ils travaillent bien, d'accord. Bah, en tout cas, ils font marcher les films. Hein. Mais là, je crois que d'autres films de Sean Baker vont ressortir. Oui. Je crois même qu'il va y avoir 2x3 ou quelque chose comme ça. Il va faire... Donc, possiblement, Aleldo... Bah, nous, notre idée, c'est de d'avant. montrer tous les... Bon, il n'en a pas fait beaucoup, Sean Baker. Enfin, non, mais alors, ceux qui sont sortis en France, je veux dire, parce que les tout premiers... Alors ça, moi, j'ai pas encore vu. Ah, bah, tu me l'apprends. C'est les Jokers qui vont distribuer. D'accord. Bon, bah, ça, c'est une très bonne idée parce que... Awards, bah, voilà, ça va être l'occasion de Breaking découvrir Out, ces tout premiers films parce qu'on les connaît pas. Moi, Ouais. c'est à partir de Tangerine, hein, Ouais, ce qui précède, je connais pas. Donc, bah, moi, oui, notre idée, c'est ça, c'est de diffuser l'intégralité de ces films et évidemment, de travailler la Palme d'Or. Alors, la Palme d'Or, souvent, moi, mon sentiment, c'est que dans l'industrie, vraiment, c'est une carte blanche laissée au distributeur, c'est-à-dire que c'est open bar. Il fait ce qu'il veut. Puisque c'est la Palme d'Or, il va pouvoir placer son film exactement là où il veut, multiplier les copies partout. Et pourquoi? Généralement, Parce que c'est tout le ça. monde lui dit, Ça a été le cas d'Anatomie d'une chute, Ouais. où le distributeur, malgré son discours, qui voulait maîtriser son plan de sortie, bah, il a arrosé, quoi. Chute, c'était distribué C'était distribué par le Pacte. Par le Pacte. Voilà. Encore, oui, ça fait 2 Palmes d'Or consécutives. D'accord. Voilà. Bon, Mais oui, c'est, il y a quand même, et toutes ces guerres, nous, je veux pas dire qu'elles nous interdisent, mais elles nous fournissent pas beaucoup de temps de prise de distance et de réflexion sur l'état un peu de l'état du spectatorat, l'état des films, l'état du cinéma, le rapport du cinéma aux autres, à tous les autres écrans aussi, puisque quand Danet faisait son émission, bah, c'était cinéma et télé, point. C'était cinéma et télé, mais aujourd'hui, c'est plus cinéma et télé. C'est cinéma et des écrans de toutes les tailles. Et c'est vrai que tu dis ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Moi, j'ai souvent eu l'impression qu'on pouvait dire les exploitants sont débordés. Oui. Et, ouais. Ce qui nous rend un peu con. Ouais. Et non pas ce temps dont tu parles, qui est l'objet qu'on a rattrapé un peu là au cours de cette émission, mais non pas le temps de penser leurs pratiques. Voilà. Bon, certains le font, hein, ils le font plutôt bien. Moi, je trouve que je suis un peu en retard, quoi. D'accord. Voilà. Et entre exploitants, vous avez des... Toi, je crois savoir que tu fais pas vraiment partie des commissions et tout, de choses qui... Si, ça a pu m'arriver. Théo, là, puisqu'on programme à plusieurs, nous, donc fait partie du groupe qui s'appelle Inédit à l'AFCAE, donc elle discute beaucoup et puis après on discute un peu aussi en dehors des choses plus institutionnelles, quoi. Mais on dialogue quand même beaucoup. Voilà. D'accord. Bon, je crois qu'on peut en rester là.
C'était donc Mathias Schucker. Merci de vous être déplacé pour participer à notre podcast. Merci à toi. Spécial inversion. Mais c'est bien de s'intéresser aux salles, parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de critiques de cinéma qui ont un réel intérêt pour l'économie de la salle, par exemple. Ouais. Oh, moi, je connais rien à l'économie de la salle, mais c'est vrai que j'aime beaucoup intervenir en salle. Mais ce que je retiens, c'est que tu penses que pour l'exploitation, à présent, il faut un cap clair. Merci. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.